littéraire. Merci d'être avec nous. On donne la parole à des auteurs, on met en avant des livres. Jean-David, et aujourd'hui nous accueillons Simone Wappler, l'auteur de ce livre « Non, l'État ne nous protège plus ». Elle est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, on le voit, votre livre, Jean-David le montre. Édité chez JDH Éditions, collection Uppercut, donc collection de pamphlets. Littéraires, mais pouvant traiter sous forme littéraire en tout cas, mais pouvant traiter de sujets économiques, sociétaux, politiques, et ici c'est un petit peu les trois d'ailleurs. Voilà. Et également en direct avec nous, mais en duplex, Didier Curel, qui est l'auteur de Le revenu universel perpétuel et éphémère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler de vos ouvrages. Alors Jean-David, expliquez-nous pourquoi avoir invité ces deux auteurs en particulier qui nous présentent deux visions très différentes de l'économie en France et de l'État. Disons que comme l'émission est consacrée à l'État, je pense qu'il était intéressant d'avoir d'un côté une vision de Simone Wappler, qui est connue pour être en France l'une des porte-paroles du libéralisme, comme que nous avons évoqué tout à l'heure, et même plus loin que le libéralisme, le libertarianisme, c'est-à-dire vraiment la défense des libertés. Libéralisme, encore une fois, économique, le côté libertaire, c'est sociétal, libertarianisme, c'est les deux, le mélange des deux, et la synergie positive des deux. Et Simone Wappler est une des porte-paroles de ça en France. D'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai sollicité pour faire un pamphlet par rapport à l'État, puisqu'aujourd'hui les Français, comme j'ai dit tout à l'heure, attendent une protection de l'État, mais ils ne l'ont plus. Quant à Didier Curel, alors Didier Curel n'est pas avec son livre, donc Le revenu universel, perpétuel et éphémère, JDH Éditions, toujours, collection Nouvelle Page. Didier Curel n'est pas spécialement un défenseur de l'État. Il veut simplement qu'il y ait un revenu universel qui soit mis en place pour tout le monde. Et forcément, pour mettre en place un revenu universel, il faut passer par l'État. Ce n'est pas les citoyens qui vont décider eux-mêmes de mettre en place, il faut passer par l'interface de l'État, des banques centrales. Nous avons vu tout à l'heure que c'est des instruments politiques, etc., etc. Donc voilà, ces deux visions, ce sont deux visions, je ne dirais pas que ce sont deux auteurs qui ont des opinions diamétralement opposées, ce n'est pas le cas. Mais ce sont deux visions différentes, en tout cas. Et puis voilà, c'est un petit peu les auteurs que j'ai voulu inviter aujourd'hui sur le plateau. Alors, quelles sont vos questions pour Simone Wappler? Alors, écoutez, si vous pouviez un petit peu nous dire en quelques mots pourquoi l'État ne nous protège plus aujourd'hui. D'ailleurs, vous dites même dans votre livre qu'il ne nous a en fait jamais vraiment protégés, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne nous protège plus, alors que les Français attendent toujours cette protection de l'État. Et comment on va faire pour dire aux Français arrêtez d'attendre cette protection de l'État? Parce que tant qu'ils attendent cette protection, plus ils l'attendent et plus l'État va continuer de s'engouffrer dans ces interstices des desiderata des Français et donc imposer de plus en plus de contraintes en fait et de politiques liberticides. Alors, que l'État ne nous protège plus, bon, on l'a constaté, effectivement, dans mon livre, je fais un petit bilan du Covid, qui a été un petit peu un détonateur, peut-être, dans l'esprit des gens, espérons. Alors, en principe, un État, enfin, le nôtre, dans la Constitution se réfère à un texte très important qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en fait, l'État et les organisations politiques sont là pour protéger, assurer, garantir les droits essentiels de tout le monde, de chaque personne, et ces droits essentiels, ils sont très précisément listés, c'est liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression, y compris d'ailleurs l'oppression de l'État. Pour ça qu'aux États-Unis, les citoyens peuvent, dans certains États, avoir des armes pour résister à l'oppression de l'État si jamais elle devait advenir. Voilà, parce que effectivement cette déclaration de 1789, bon, la déclaration des pères fondateurs des États-Unis, c'est une cousine germaine. Donc ça c'est important et d'ailleurs les auteurs de cette déclaration disent qu'ils énoncent ça parce que les politiques et les organisations gouvernementales, les États ont tendance à oublier ces droits et c'est pour ça qu'ils les écrivent. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vit dans un État où la liberté est de plus en plus contrainte,
la propriété est de plus en plus contrainte. Les impôts et taxes atteignent parfois des niveaux confiscatoires. La sûreté, en fait, de chacun. Et ça, c'est très important, parce que c'est pas la sûreté des grands du monde, des hommes d'État, c'est la sûreté de celui qui vit dans des quartiers, comme on dit maintenant, qui n'est plus assuré. Et la résistance à l'oppression, bon, on n'en parle pas, vaste sujet. Voilà. Et en fait, alors on s'aperçoit par contre que l'État nous fournit de multiples services, du genre, on a eu droit en pleine crise du Covid, aux bons de réparation vélo, enfin, des choses... burlesque. Vous nous entendez sur ce plateau, vous êtes en duplex avec nous. Est-ce que l'État en fait trop, suffisamment mal, comme l'explique Simone Wapler? Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que si le rôle de l'État, effectivement, c'est d'être libertaire, c'est le droit à la propriété, mais le droit à la propriété pour en faire quoi? La liberté, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système économique qui a été créé par l'homme, qui était censé le libérer au départ. Force est de constater que sur l'autel de cette liberté, que moi je qualifierais de scripturale, eh bien nous avons sacrifié la liberté d'humain. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un système économique créé par l'homme contre l'homme. C'est pour cette raison que le revenu universel semble être aujourd'hui la seule solution pour sortir de cette situation. Le revenu universel, oui, mais pas n'importe comment, et c'est la réflexion que j'ai portée, un revenu universel qui ne soit pas un aménagement économique, une réforme comme une autre, pour donner un semblant d'impulsion à la croissance telle que nous la vivons aujourd'hui. Le revenu universel, aujourd'hui, doit se positionner comme un réel changement de société, une réelle nouvelle philosophie de vie. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ce travail et à travers ce livre. Dans cette situation, dans cette crise sanitaire, il y a plusieurs solutions, notamment celle du revenu universel dont nous parle Didier Curel. Et ça, vous essayez de le mettre en valeur avec vos auteurs, Jean-David Haddad. Ah oui, tout à fait, parce que c'est une piste dont on parle de plus en plus, qui intellectuellement est intéressante. Hein. Ça voudrait dire que tout le monde a un revenu supplémentaire. Maintenant, mettre ça en œuvre et donner encore plus de pouvoir à l'État pour mettre ça en œuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Simone, par rapport au revenu universel. Je présume que vous êtes contre, forcément. Alors, il y a du pour et du contre. Dans les arguments de Didier, j'entends déjà quelque chose qui me fait sauter au plafond, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de gagnant-perdant. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui estime qu'un riche a appris forcément à voler un pauvre pour être riche. On est toujours dans une logique de gagnant-perdant. Je dirais que l'homme, l'activité économique de l'homme, c'est d'abord des échanges. Et dans les échanges, il y a plusieurs types d'échanges. Il y a du gagnant-gagnant, il y a du gagnant-perdant et il y a du perdant-perdant. Lorsque deux personnes contractent librement, c'est important, elles le font parce qu'elles pensent être toutes les deux... Un patron et un salarié, par exemple. Voilà. Ou un acheteur et un vendeur, d'ailleurs. Elles pensent toutes les deux être dans une logique gagnante-gagnante. L'acheteur, ou le patron est content, et le salarié aussi, ou le vendeur. C'est l'avenir, en fait, qui dit si le contrat va être réellement gagnant-gagnant, ou gagnant-perdant, ou perdant-perdant. Il y a une incertitude, c'est normal, c'est la vie, c'est l'homme, c'est l'humain. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'économie d'aujourd'hui est une économie d'abondance. Je renvoie les gens au 19e siècle, au 18e siècle, au 17e siècle. On était dans une économie de subsistance. Il fallait, on craignait les famines, on n'en est plus là. Alors qu'on arrête de dire que c'est horrible, il y a des inégalités, de la pauvreté, etc. On ferait mieux de s'intéresser à comment la richesse se développe. Et la richesse se développe parce qu'on laisse multiplier les contrats gagnant-gagnant. Lorsque l'État vous donne quelque chose, il a pris soit de la laine sur le dos des contribuables, soit il s'est endetté. Mais on n'est pas dans une logique de gagnant-gagnant, on est forcément dans une logique de gagnant-perdant. L'État a pris à Pierre pour donner à Paul. Donc on n'est pas dans un processus d'amélioration de l'économie.
On est dans un statu quo. Très rapidement, Jean-David. Dans votre livre, d'ailleurs, vous dites, je rappelle, non, l'État ne nous protège plus. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que l'État nous protège de risques soit imaginaires, soit qu'il a lui-même créés. C'est intéressant, ça. Oui, vous savez, les risques que l'État crée, on le voit d'ailleurs tous les jours, quand il y a une brillante solution technocratique, administrative, si ça marche pas, on ne dit pas que ça marche pas parce que la solution était mauvaise, on dit que c'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Alors, typique, le marché de l'emploi en France. Enfin, je veux dire, en France, on est un pays développé qui a un des plus forts taux de chômage de l'OCDE. Donc, il y a eu des codes de travail, un code du travail, un droit du travail qui comporte des milliers de pages, des milliers d'articles, etc. Il en comportera probablement encore plus après le Covid. Mais bien sûr, toujours une inflation d'articles. Voilà, il n'en demeure pas moins que nous faisons partie des pays qui avons un chômage de masse incrusté. Et à chaque fois qu'une ligne de code s'ajoute, c'est pour nous protéger du chômage. Il y a un moment où il faut quand même regarder ce que font les autres. Et on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Simone Wappler. Merci Didier Curel d'avoir été en direct avec nous pour cet instant littéraire et ces 2 ouvrages donc disponibles chez JDH Éditions. Et merci Jean-David Haddad. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure ce nouveau numéro des Pros de l'Écho. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, sur l'État. Alors, je voudrais conclure tout simplement par un livre que je voudrais présenter aux téléspectateurs, c'est un livre de photos, Regards d'enfants des rues, écrit par, des photos, c'est pas écrit, par Frédéric Granotier, qui est déjà venu sur le plateau, qui dirige une entreprise cotée en bourse, Lucibel. Et là, c'est plutôt avec une casquette de photographe et de reporter à Manille, dans des bidonvilles à Manille, qu'il a fait ce livre, qu'il a réalisé ce livre de photos. Et donc c'est un beau cadeau pour Noël, très beau cadeau pour Noël, en vente sur Amazon, sur JDH Éditions, Fnac, etc. etc. Et tous les bénéfices d'auteur de ce livre sont reversés à une association humanitaire qui s'appelle Rêve d'enfants des rues, qui a pour but d'aider les enfants en situation de grande précarité. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, pourquoi j'en parle aussi de ce livre, c'est pour dire que les plus belles initiatives pour aider les plus nécessiteux ne viennent pas forcément de l'État. C'est pas l'État qui a le monopole du cœur, pour reprendre une phrase d'un président qui vient de décéder qui a fait beaucoup monter le taux des prélèvements obligatoires, mais qui sur le plan sociétal était un grand président. Merci beaucoup Jean-David Haddad. Ainsi s'achève ce nouveau numéro des Pros de l'Écho. À demain pour un nouveau live TV Finance. Et l'émission Les Pros de l'Écho continue, sans le masque. Alors, le sacrifié de l'émission, quelque part, ça a été Didier Curel, auteur du Revenu universel perpétuel et éphémère, qui n'a pas pu répondre à Simone Wappler parce que nous devions rendre l'antenne à la fin du temps de programme qui nous était imparti. Par conséquent, Didier tient absolument à s'exprimer et à répondre à Simone Wappler. Nous allons donc, pour conclure l'émission, lui laisser ce droit de réponse. Droit de réponse à Didier Curel, donc auteur du Revenu universel perpétuel et éphémère chez JDH Éditions. Oui, merci. Effectivement, je souhaitais un petit peu revenir sur les échanges que nous avons eus ce matin, et notamment sur la notion de contrat de travail gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le marché du travail, qui est soumis à la loi du marché, donc à l'offre et à la demande, a beaucoup de mal à être gagnant-gagnant, et j'ai envie de dire qu'il est quasiment tout le temps, à quelques petites exceptions près, gagnant-perdant. Gagnant pour l'employeur qui a un choix face à une multitude d'employés
de salariés qu'il peut embaucher, et perdant pour le salarié qui lui se retrouve face à une pénurie d'offres et surtout à un besoin vital de signer ce contrat de travail pour acquérir de la valeur monnaie pour pouvoir subvenir à ses besoins. Des contrats gagnants-perdants, il y en a une multitude, y compris dans le commerce, avec à s'adresser aux exploitants agricoles qui aujourd'hui vendent à perte juste pour limiter les dégâts. Le taux de suicide dans cette profession est là pour faire preuve, s'il en fallait une, de cette réalité. Pour inverser le marché du travail, je pense qu'il y a une seule solution, c'est le revenu universel. Le revenu universel va permettre à l'employé qui est assuré de sa survie, de ses moyens de survie grâce au revenu universel, d'être en meilleure position, une position plus égalitaire pour pouvoir négocier son contrat de travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles je plaide pour le revenu universel. La question que je me suis posée autour du revenu universel, c'est comment le rendre égalitaire, comment le rendre sécurisant, écologique et libérateur, protecteur, émancipateur, et surtout comment le protéger de la spéculation, de la thésaurisation, de l'évasion fiscale, et éviter une inflation galopante. J'en suis venu à la conclusion que le revenu universel ne peut être attribué, ne peut être mis à disposition des citoyens via les circuits financiers et bancaires actuels. En effet, il deviendrait tout de suite sujet à la création de crédits et potentiellement à une consommation débridée, tout au moins pas suffisamment écologique, avec pas suffisamment de sens économique, pas suffisamment d'économie sociale et solidaire. Certains vont le thésauriser, d'autres vont l'évader fiscalement, et finalement, on va se retrouver face à un tonneau des Danaïdes qui va être, par définition, impossible à satisfaire. La seule institution à ce jour capable de mettre à disposition les valeurs monnaie du revenu universel, c'est la BCE. Et ce, directement aux citoyens, via un moyen de paiement indépendant du système bancaire. Et là, on positionne l'État, puisqu'on parlait de l'État aujourd'hui, on positionne l'État non pas en financeur, mais en restituteur à la BCE des sommes qu'elle a investies, qu'elle a mis à disposition de chaque citoyen. Ce moyen de paiement a un deuxième avantage, c'est qu'il va permettre de demander aux commerces et aux services qui souhaitent recevoir les sommes du revenu universel en paiement de leurs biens et de leurs services, de se muter ou de se créer vers des pratiques plus écologiques, plus sociales, plus solidaires, des notions de situation géographique, des notions d'approvisionnement, des notions de fiscalité vont pouvoir être mises en œuvre et permettre de retrouver une économie qui soit plus solidaire et plus proche des uns et des autres, et de favoriser des échanges plus sains et plus rentables, humainement rentables. Donc le revenu universel, je l'ai appelé perpétuel, puisqu'évidemment, une fois qu'il est mis en place, il ne faut pas qu'on puisse revenir en arrière, et pour cela, il faut l'inscrire dans la Constitution. Et éphémère, tout simplement parce qu'on ne pourra pas le thésauriser dans la proposition qui est faite dans ce livre, et on ne pourra pas accumuler les sommes. Chaque somme non utilisée à la fin du cycle sera restituée pour être à nouveau mise à disposition avec un plafond de montant. Voilà, le revenu universel perpétuel et éphémère. Le livre est préfacé par Xavier Alberti, je tenais à en parler. C'est un entrepreneur engagé qui écrit excessivement bien et excessivement intelligemment, qui mérite d'être lu sur son site internet, Xavier Alberti. Merci.